La mystérieuse flamme de la reine Loana, une fresque intime et historique dans la mémoire de Yambo. Entre larmes et éclats de rire, la fureur de vie, la fureur des livres, signé Umberto Eco, une rencontre. Catastrophe de fiction, Yambo, 60 ans, a tout oublié. À l'issue de son coma, il ne lui reste qu'une mémoire sémantique, c'est-à-dire une mémoire publique et livresque. Yambo n'aura de cesse, grâce à une mystérieuse petite flamme appartenant à une mystérieuse Loana, de retrouver son nom, ses amours et sa place dans la résistance, dans la reconquête progressive de sa mémoire personnelle et autobiographique. Mon personnage garde la mémoire sémantique, il est un homme cultivé, il est un libraire antiquaire, et il perd la mémoire biographique. Il ne sait plus son propre nom, il ne sait pas d'avoir des filles comme ça et comme ça. Donc, le reste du livre, c'est une quête pour retrouver cette mémoire d'une façon non proustienne. Il ne descend pas à l'intérieur de soi-même, mais il va dans le grenier de son grand-père où il y avait tous les livres de son enfance, tous les journaux des années 30 et 40 en Italie, tous les disques. Donc c'est une mémoire, il essaye de reconstruire sa propre mémoire sur une mémoire publique, qui est une mémoire d'une génération, si vous voulez. Donc j'insiste sur le fait que ce livre, ce n'est pas autobiographique, mais c'est la biographie d'une génération. Il va dans le grenier de son grand-père et de son enfance pour retrouver les arts mineurs. Alors, on pourrait dire que j'essayais de montrer que la petite histoire vaut autant que la grande histoire. Si vous voulez, il y a en France l'école historique de Annales qui nous dit que ce n'est pas tellement l'histoire événementielle qui compte, les grandes batailles, mais l'histoire matérielle, la façon où les gens vivaient tous les jours. Voilà que j'essayais de reconstruire une époque. D'un côté, il y a les journaux, les quotidiens, avec la grande histoire publique. Et de l'autre, les chansons, les bandes dessinées, le film, qui sont la petite histoire, l'histoire de tous les jours. Mais on voit que les choses peuvent marcher ensemble. Oh, bella piccinina, che passi ogni mattina, sgambettando le gratra. J'oserais dire que c'est seulement en écrivant le livre que j'ai découvert la schizophrénie de cette situation. Avant, dans mes souvenirs, c'était quelque chose de presque normal. C'est en mettant ensemble les matériaux pour les livres et en voyant que cette chanson de guerre était du 39 et cette chanson de la radio, absolument ce que Proust appelait la mauvaise musique, qui est très importante pour la vie de nous tous, c'était également du 39. Alors, en commençant à comparer les dates, j'ai découvert qu'on était soumis à une double influence. D'un côté, la gloire, la beauté de la mort, la victoire, le nationalisme. De l'autre, le petite chanson qui parlait de bêtises, mais de délicieuses bêtises, l'idéal du petit employé italien qui voulait gagner 1000 lire par mois. On pourrait faire l'histoire de cette génération, de voir ceux pour qui cette schizophrénie a eu une issue positive et ceux pour qui cette schizophrénie a eu une issue négative. Ils sont actuellement au gouvernement. Ceux qui ont une Italie schizophrène négative, eux, ils sont au gouvernement. Exactement. Vous voulez dire 2 mots sur eux? Non, ça suffit. Yambo, adolescent, a fait acte de résistance en protégeant des Cosaques, déserteurs de l'armée allemande. En plein brouillard, cette fuite provoquera la chute de 2 SS dans le Vallon. Un souvenir qui, pour lui, mélange douloureusement bravoure et remords. Dans ces histoires du Vallon, les partisans, les Cosaques, les Allemands, tous ont peur. Donc c'est l'antistrophe à l'éducation de la gloire et de l'amour de la mort que j'avais reçu dans ma jeunesse. C'est une guerre où tous ont peur, les amis, les ennemis, tous sont terrorisés par leurs expériences. Et ça, c'est la guerre, en effet. Allez les demander aux gens américains à ce moment à l'Irak. La guerre, c'est la peur. Ce n'est pas la gloire. La mystérieuse flamme de la reine Loana, c'est 483 pages d'historique suspense, mais aussi beaucoup d'illustrations
où l'Amérique des comics souffle ses héros et ses libertés sur l'Italie fasciste. Il y a des histoires qui, lorsqu'elles paraissaient en Amérique, n'avaient pas de poids politique ou idéologique, mais lues dans une situation différente, tout à coup, prenaient une importance idéologique. Et en 1942, le fascisme a décidé d'interdire ces bandes dessinées aux enfants. On a interdit, et oui, parce qu'on est entré en guerre avec les États-Unis, donc on a interdit le ballon, c'est-à-dire le nuage qui sortait de la bouche, et on a même abandonné les personnages. Même Mickey. Mickey est devenu, qui en italien s'appelle Topolino, est devenu un certain Tuffolino, être humain, mais ratiforme, pour ainsi dire, qui faisait souvenir de Topolino, mais qui n'était pas lui. Une légende dit que Mussolini aimait Mickey. Et donc on a résisté jusqu'au dernier moment avant de le tuer. Je ne sais pas si c'était vrai. Yambo, s'il était un personnage de ces fumetti, il serait qui? Il serait Flash Gordon, il serait Guy Leclerc, il serait Mandak le magicien? Mais je crois que pas même lui le sait. Je cite qu'il découvre la notion de liberté de presse en lisant Mickey journaliste. Donc probablement il aurait voulu être Mickey. Vous comprenez? Sous une dictature, le concept même de liberté de presse, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et tout à coup, il est contrebandé tranquillement, une histoire vécue par un souris, donc qui n'a pas l'air d'être politiquement, où on raconte d'un journaliste qui lutte contre le pouvoir de sa ville pour dénoncer les politiciens corrompus. Et c'était une révélation énorme pour un enfant. Même si on ne comprenait pas exactement ce que ça signifiait, mais peu à peu, on l'avalait, Donc, Yambo aurait pu être Mickey. Et vous auriez été qui? Vous, l'enfant? Mais puisque je suis un non-violente, j'aurais voulu être Mandrake. Qui agit seulement par hypnotisme, sans avoir ni pistolet ni fusil. Absolument. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, on va pas la raconter, mais vous vous déchaînez dans une sorte d'apocalypse, où il y a tous ces personnages-là de fiction qui arrivent dans une sorte de... Entre Folie Bergère et Broadway, oui. Et là, vraiment, vous faites plaisir, Umberto Eco, non? Oui, je m'amuse, évidemment, à faire ce grand collage de... Parce que la notion de plaisir, elle est importante dans votre écriture. D'amusement, oui. Si on ne s'amuse pas à écrire, il ne vaut pas la peine d'écrire. Et là, vous avez Même si on raconte une souffrance, il faut s'amuser. Sinon... C'est possible? Oui. Comment le fait-on? Oui, parce que, vous savez, Thomas Stearns Eliot avait dit une chose que pour moi, c'est très important, parce que ni tout ce que le petit Philistin croit, tout ce que le bouvard pécuché de ce monde croit. La poésie, ce n'est pas l'expression des émotions. La poésie, c'est la fuite des émotions. Elle arrive, on pourrait dire, la littérature. On ne peut pas raconter un amour pendant qu'on aime. Il faut qu'il soit là, éloigné. Et alors on peut le voir, avec participation, ironie, et on peut même s'amuser à raconter l'histoire d'un désespoir. Mais il faut qu'il soit objectivisé. La grande littérature, c'est ça, évidemment. Yambo vit de salutaires résurrections. L'amour en fait partie. Nous avons fait l'amour. Comme avec la brosse à dents, mon corps avait évidemment conservé la mémoire de la façon de le faire. Tiens, chez Umberto Eco, l'amour ressemble à un brossage de dents. Cela mérite un éclaircissement. C'est biologique, non? Oui. Ah oui, je pense que même un fou est capable de s'accoupler. Vous êtes d'accord que nous, lecteurs, ça nous fait rire, c'est un éclat de rire dans le livre quand même. Parce que vous n'y pensez jamais, mais évidemment. Écoutez, même les animaux se reproduisent, donc c'est biologique. Donc se laver les dents ou bien faire l'amour? C'est du mécanisme, hein? Se laver les dents ou faire l'amour? C'est le sexe, c'est pas l'amour. Ça, c'est du sexe. Nous avons fait l'amour, dit-il. Ah, parce que vous dites, comme on dit en italien, faire l'amour pour faire du sexe, mais c'est faire du sexe, ce n'est pas aimer.
Parce que aimer dans le livre, c'est tout autre chose. C'est autre aimer chose. la jeune fille de 16 ans, le premier amour. Voilà. Qui n'a rien à faire directement avec le sexe. Donc, évidemment, il retrouve sa femme. Au début, il ne la reconnaît pas, mais d'une façon ou l'autre, il commence à aimer cette femme. Un jour, il essaye de faire l'amour. Voilà. Mais l'amour, c'est automatique. Faire l'amour. Aimer, non. C'est cette construction lente à travers laquelle il retrouve sa femme comme il retrouve les autres femmes de sa vie. Mais ce sont deux choses différentes. Parfois, elles coïncident, mais pas toujours. Donc, je ne trouve rien d'extraordinaire dans le fait que l'activité sexuelle soit avant tout un procès automatique. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, vous savez, souvent on fait des plaisanteries plus ou moins de bon goût sur les blondes. Hein. Et vous, dans votre livre, à travers Loana et à travers Lila, le personnage de 7 ans rêvé, eh bien, vous mettez en avant des blondes qui sont capables eh bien, de changer le monde puisqu'elles sont porteuses d'amour ou bien porteuses de la résurrection. Mais vous savez, aux années 30, aux années 40, la blonde, oui, c'était un mythe cinématographique, évidemment. Et donc, j'ai répété cette espèce d'obsession pour la blonde. Il n'y a rien de plus personnel. Oui, la véritable jeune fille du lycée dont je parle était brune. Mais pour exigence artistique, je la fais devenir blonde.